Je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit quand même, je repars avec rien, et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Salut Marc. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Est-ce que tu avais peur par exemple de faire faillite ou peur d'avoir pas assez d'argent? Est-ce que c'est une peur que tu avais? J'avais rien, déjà le peu que je gagnais, c'était compliqué, mais alors j'imaginais que si j'avais même plus ça, c'était chaud. Non, non, moi j'ai vécu des années de galère. J'étais obligé de vendre ma bagnole pour payer mes salariés, j'habitais dans mes bureaux, je dormais par terre dans les combles. Ah non, 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 non. Non, à l'époque, tu avais peur que ça t'arrive ce truc-là? C'est-à-dire, je me souviens que pendant des années, j'étais content quand je voyais ma vie à un mois. Quand je savais que je pouvais payer mon loyer à la fin du mois, j'étais content. Je sais que je me disais, waouh, ma vie est super parce que je sais que je paye mon loyer le 30. Donc oui, les mois où je ne pouvais pas payer le loyer, j'étais en stress. Donc ça fait des années de stress quand même. Et du coup, avoir vécu ça, est-ce que ça t'a libéré un peu de la peur de tout perdre? C'est-à-dire, moi, j'ai tout vécu. Enfin, j'ai vécu la galère, bon, ça, évidemment, je ne suis pas le seul, et de loin. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vendu e-France qui valait rien. J'adore 2-3 anecdotes que j'ai entendues de toi où on te propose différentes sommes, tu as des grands patrons qui t'appellent, tu peux raconter Ah un ouais, on a été approché pour, de mémoire, vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Bon, moi, 100 millions de francs, c'était dingue, j'avais rien depuis toujours, et il y a un mec qui me propose 25% de 100 millions de francs. Enfin, tu vois, c'était un truc... Et donc, je me dis, c'est génial, bien sûr que je vends, moi, 25 millions de francs, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc, on vend, enfin, on signe. Et puis, les acheteurs, qui étaient très sympas, nous disent, on fait une fête ce soir, on vous invite à la fête. Et donc, je vais avec mon associé à la fête. Et toute la soirée, les Suédois viennent me voir en disant, vous oubliez pas, demain, vous venez signer. Je dis, oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je vais me coucher à 3 h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, mais attends, mais un mec, il te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien. Si en plus, il t'appelle 4 fois… Dans ta tête, tu te disais, ça vaut pas 100 millions. Ben non, ça valait 2 millions, tu vois, ou 3 peut-être. Et donc, j'ai appelé mon associé, j'ai dit, dis-moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Le mec, il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle 5 fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit, ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait une énorme connerie, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Donc, heureusement qu'on n'a pas… Il faut, voilà, bon, il y a un moment, il faut prendre des risques. Comment ça se passe pour toi d'avoir vendu une entreprise à ce prix-là, en fait? Déjà, tu sais, d'abord, j'avais pas toute la boîte, hein, j'en avais qu'un quart. Deuxièmement, avec l'argent que tu touches, tu paies les impôts, avec le cash. Donc, le cash est reparti dans les impôts. Et ce qui m'est resté, c'est des actions Vivendi, qui valaient 70 ou 80 € à l'époque. Donc, moi, j'étais à la tête d'une fortune en papier Vivendi, hein, c'était ça ma vie. Ça, c'est l'aspect financier. L'aspect perso, c'est quand même, je me suis tapé une petite dépression parce que j'avais beaucoup bossé 18 heures par jour. Je faisais que ça. Je n'avais pas de week-end, je n'ai pas pris de vacances pendant 10 ans. Je prenais un week-end de temps en temps. Non, non, j'ai vraiment beaucoup bossé. Donc j'avais ce rythme-là. Du jour où j'ai vendu, c'est un peu comme si le matin, tu n'avais plus rien à faire quand tu te lèves. Donc ça a été dur à gérer. Et donc j'ai simultanément perdu mon job et après perdu mon argent puisque les actions Vivendi qui valaient qu'à 70 €, elles valaient plus cuites, quoi. Donc j'avais en dette ce que je pensais avoir en argent. Donc quand vous pensez que vous avez 10 000 € sur votre compte et qu'un matin on vous dit que vous avez 10 000 € de dette, ça fait un choc. Et là, de coup, Mythique est devenu ma seule planche de salut. Je n'avais pas le choix pour rembourser ce que je devais aux banques. Il fallait que Mythique marche. Donc du coup, ça m'a sauvé la vie de tout perdre. Puisque si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mythique. Donc finalement, on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie. Ça peut paraître fou de dire comment ça peut être une belle chose de perdre, d'avoir 30 millions de dettes? D'abord parce que ça te donne une énergie de dingue, c'est que tu n'as pas le choix. Franchement, faire quelque chose… Et n'importe quoi que tu fasses dans ta vie en n'ayant pas d'autre choix que de réussir, ça donne une énergie extraordinaire. Plutôt que d'avoir déjà tout et puis d'essayer d'avoir un peu plus. Quand on n'a vraiment plus rien et qu'on doit se sortir du truc, c'est une énergie folle. Donc ça, c'est une chance. Et puis, tu peux adapter ça à n'importe quoi dans la vie. Ça peut être une entreprise, ça peut être une histoire d'amour, où tu as une histoire d'amour qui s'arrête et tu dis, ça y est, tout est foutu. Sauf que c'est le début d'une autre. Et peut-être que l'autre est mieux que celle d'avant. Donc bon, finalement, il n'y a jamais vraiment de fin. Alors, il vaut mieux voir le début de chaque nouvelle aventure. Donc quand quelque chose s'arrête, quand tu perds, tu regardes ce qu'il va y avoir après. Vous savez, les Égyptiens, ils n'avaient pas la négation au futur. Ils disaient toujours ça n'arrivera pas. Ce n'était pas dans leur langue. Ils ne pouvaient pas dire la négation au futur. Mais ils ont raison. Comment tu peux dire que quelque chose ne peut pas arriver? Non. Tu dis ça arrivera, mais ça n'arrive pas, tu ne peux pas le dire. C'est une belle philosophie.
Et d'ailleurs, tu parles de ton obsession pour le timing. Ça ramène à une question plus fondamentale qui est l'intuition. Le timing, rationnellement, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est que tu as l'intuition qu'il faut faire un truc maintenant ou tu as l'intuition qu'il ne faut pas le faire maintenant. C'est l'intuition. L'intuition, c'est une somme de plein de choses, et notamment de chance. Et toi, tu la ressens comment? Parce qu'il y a différentes formes. Est-ce que c'est quelque chose que Moi, tu je ressens l'écoute. physique? C'est plus que... Je l'écoute. J'ai appris à l'écouter parce que ton rationnel, il lutte contre ton intuition en permanence. Ton premier cerveau, il dit faut faire ça. C'est que tu as un truc qui te dit bien sûr que non, puis il faut écouter tes sensations. Ça ne dit pas forcément toujours les mêmes choses. Et c'est ce que tu observes vu que tu as un fonds pour les startups. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de startups qui peut-être n'arrivent pas à avoir le succès qu'ils pourraient avoir parce qu'ils sont trop dans leur tête à pas écouter assez d'intuition? Ouais, mais d'abord, ça s'apprend, c'est une science qui s'apprend. Quand tu vois des gamins qui arrivent, ils ont 25 ans, 30 ans, et que tu leur commences à leur expliquer, attends mon gars, je t'explique un truc, déjà, il faut que tu écoutes ton intuition. C'est quoi l'intuition? Il faut que tu enlèves ton rationnel, il est où? Il faut que tu t'assoies un peu sur ton ego, que le mec à peine il a de l'ego, on l'a déjà lui dit qu'il faut s'asseoir dessus. Il faut une maturité, tu peux pas, tu peux pas naître avec ça. Il faut des années, d'échecs, pour te dire, putain, finalement, pourquoi j'ai échoué autant de fois? Alors cette fois c'était l'ego, l'autre fois c'est j'ai pas écouté mon intuition, l'autre fois j'ai été trop vite. Et quand tu as une somme d'échecs suffisante, tu commences à intégrer ça dans ton logiciel et tu dis, avec ça, je vais fabriquer une intuition. L'immense majorité des gens, il a fallu qu'ils prennent beaucoup de portes dans la figure pour construire une intuition. Pourquoi moi j'ai refusé un chèque de 100 millions? Parce que je savais ce qu'était 1 million. Parce que toute ma vie, j'avais essayé de gagner 1 million de chiffre d'affaires, je parle, tu vois, donc je savais la valeur de l'argent. À l'école, je crois que tu as redoublé, c'est ça? Oula, moi j'étais dernier de toutes les matières, de toutes les classes, de tous les lycées, sauf en sport. C'était pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y avait bien un truc qu'il fallait que. Non, je ne les ai pas du tout adaptés à l'école. Et du coup, les profs, ils te disaient quoi? Est-ce qu'ils te disaient, tu vas pas y arriver? J'en sais rien parce que je leur ai jamais parlé et c'est réciproque, sauf un qui m'a donné qui a été la plus belle chance de ma vie pour plusieurs raisons. Il faut que je remette dans le contexte. Moi, quand j'avais 15 ans, il n'y avait qu'un seul truc qui m'intéressait, c'était la poésie. Me demande pas, c'était comme ça. Donc je lisais toute la poésie qui existait. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc-là. Bon, bref. Mais quelque part, tu le reviens dans le cinéma, cette forme d'art qui te plaît. Maintenant je m'en resserre beaucoup. Mais à l'époque, mon père était mathématicien, ma sœur était financière, mon frère était ingénieur et mon père il disait lui c'est un poète. Et un jour, il y a un prof qui m'a convoqué parce que j'avais déconné en classe et qui m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit je lis la poésie. Il m'a dit ah bon? Et on a parlé de poésie pendant 4 heures et c'est devenu, ce mec-là m'a donné la passion de la littérature. Bon, ça je l'avais un peu avant et merci parce qu'il m'a, mais surtout il m'a montré que quand un prof est bon et qu'il écoute la singularité d'un élève, même si elle est complètement en dehors des clous, alors il lui donne une valeur et là le gamin il se met sur les rails. Parce que si à un gamin, tu expliques qu'il est nul en tout, et que son truc, c'est le hip-hop, ou graffer un machin, ou jouer sur un jeu vidéo, et que tu considères que ça, c'est de la merde, parce que ça ne rentre pas dans les cases de l'éducation nationale, ce que tu expliques à un gamin, c'est que c'est une merde. Mais si tu dis, putain, c'est génial, hein, tu joues à tel jeu, t'es dingue de ce truc-là, mais vas-y, explique-moi. Le gamin, même si c'est pas éduqué, tu le remets dans un truc où il y a un référent qui lui donne une valeur. Et ça lui donne une énorme confiance en lui, et du coup, il se dit, ah bah c'est génial parce que j'ai réussi à être considéré dans ce truc-là. Mais maintenant, si j'apprends mon histoire et ma géo, on va peut-être m'aimer pour ça et en fait, tu vas le remettre sur les rails. De temps en temps, il y a un génie, un prof. Il le sait? Bah, je l'ai remercié dans mon livre, je le remercie à chaque fois que je peux. Évidemment, j'ai oublié son nom, mais c'est au lycée Carnot à Chalon-sur-Marne. Et j'espère qu'il se retrouvera. Et il était ambassadeur, je crois, au Laos, donc il se retrouvera encore plus. Un ancien ambassadeur du Laos. Il était chauve, donc monsieur, si vous regardez ça, mettez un commentaire. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir donné cette impulsion qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc là, tu as vu dans les yeux d'un adulte, à ce moment-là, j'ai de la valeur en fait. Ouais. Parce que j'étais au même niveau que lui sur la poésie, donc ça y est. Comment tu as eu l'idée de Mythique? Oh ben c'est simple, j'avais 4 copains, enfin 3 copains plus moi, ça faisait 4. Et les 3 me disaient je trouve personne, parce que je suis trop vieux pour aller en boîte, au bureau ça se fait pas, en vacances personne n'invite un mec tout seul. Et donc je suis allé me coucher après avoir dîné avec les 3 et je me suis dit il va bien y avoir 3 filles s'il y a 3 garçons. Et donc la nuit j'ai cogité, j'ai dit je vais peut-être faire un site où mettre mes 3 copains, il y aura 3 filles et 3 ans plus tard on était 12 millions. Et donc à la base tu crées un site qui s'appelle Mythique direct? Ouais, à la base j'avais vendu ma première start-up, j'avais vraiment plus rien à faire, je pensais que j'étais riche à l'époque parce que j'avais pas encore tout perdu. Donc tu crées ça sur un site d'annonce, tu crées un site d'annonce où en gros
Tu mets les profils de tes potes. Ouais, alors bon, j'ai fait un peu plus qu'un site d'annonce parce que quand j'ai commencé à réfléchir au concept, je me suis dit, mais après tout, il n'y a pas de truc qui existe, quoi. Si moi j'étais célibataire, j'irais où? Et je voyais pas où je pouvais aller. Et puis je me suis dit, si une jolie fille de 35 ans qui bosse dans la pub, elle est seule, elle irait où? Et j'ai dit, il faut faire une boîte de nuit très chère. Parce que si moi j'étais une fille ou un mec, je préfère aller dans une boîte de nuit chère où on me laisse rentrer que la boîte de nuit gratuite où il y a tout le monde. C'est idiot, mais c'est contre-intuitif. Pourtant, c'est la réalité. Donc j'ai dit, voilà, il faut que le truc soit cher, il faut que ce soit très sécurisé. Moi, si je suis une jeune fille, il ne faut pas qu'on m'emmerde dans une boîte de nuit, donc c'est surveillé. Et donc j'ai conçu tout le truc en me glissant dans la peau d'une femme, en disant pourquoi une fille de 35 ans irait sur Internet. Et en me mettant dans la peau de cette fille, j'ai enlevé tous les irritants qui l'empêchaient de le faire. Et ça a donné Mythique. Il y a une question qu'apparemment tu n'as jamais posée, c'est est-ce que tu es heureux? Alors la réponse est que oui, je suis très heureux. Maintenant, ça a été long parce que je suis assez âgé pour avoir compris ma définition du bonheur, et chacun a la sienne, mais je suis heureux parce que je fais plein de choses. Et je fais que des choses qui me plaisent. Déjà, je finance des boîtes qui pour moi ont du sens. Après, je dirige des boîtes. J'en ai plus raté dans ma vie que réussi, mais je dirige 2 boîtes qui m'intéressent énormément. Sensi, mes lunettes. J'adore essayer de faire tomber le monopole des lunettes en France. Et je développe un vélo de dingue pour qu'il n'y ait plus de voitures dans les villes. Bon, ça me passionne. Ensuite, j'ai un 3e métier, parce que tout ça c'est bien beau, mais ça n'est que du business. Donc je fais du cinéma. Tu fais quoi dans le cinéma? J'ai 2 boîtes de production de cinéma, une qui fait des films d'auteur, donc des films plutôt jolis, plutôt avec beaucoup de fonds, mais qui font en général plutôt pas beaucoup d'entrées, mais qui sont importants pour moi. Et puis par ailleurs, j'ai une 2e boîte qui s'appelle Super 8, où là on développe des films qui nous tiennent à cœur, où là on les produit, on les lance, on les tourne. Voilà, donc moi j'ai 4 métiers, hein, investisseur, des vélos, des lunettes et du cinéma. Et comme je travaille à mi-temps, quand je travaille, c'est beaucoup de travail. Quand tu dis que tu travailles à mi-temps, c'est-à-dire une semaine sur 2? Normalement, moi, je travaille qu'une semaine sur 2. C'est aussi un des 4e ingrédients du bonheur, c'est que quand tu as une semaine sur 2 où tu peux faire ce que tu as envie, c'est un une belle chance que tu as dans la vie et dont il ne faut pas la laisser passer. Parce que par ailleurs, j'ai des enfants, parce que par ailleurs, j'ai une vie, donc il faut bien que je m'en occupe aussi. Il ne faut pas que travailler. Donc ça fait depuis quand d'ailleurs que tu as trouvé ce rythme-là? Depuis que j'ai vendu Mythique. Ça fait 10 ans maintenant. Donc il m'a fallu 10 ans pour construire une espèce de truc qui tient à peu près debout, qui me rend très heureux. Comment on peut s'y prendre pour arriver à faire cette transition entre une vie à 18 heures par jour sans vacances pendant 10 ans à une vie où tu arrives à créer un truc Je vais te donner un secret. Quand on vieillit, on reste jeune. Tu me l'expliques? Quand tu vieillis, tu te dis je vieillis, mais en vérité ta tête elle reste pareille. Donc ton corps vieillit, tout ça vieillit, mais toi ton enthousiasme c'est le même. Donc les gens ils pensent que quand on vieillit, bon maintenant je suis vieux moi. T'as quel âge? J'ai 56 ans, donc t'imagines par rapport aux gars que je vois, je peux être leur père. Ils se disent le vieux il est fatigué. Mais oui, il a raison. Mais ma tête c'est la même que quand j'avais 20 ans. Pas négliger sa famille, pas négliger ses amours, pas négliger son corps, on peut le faire dès qu'on a 20 ans. Il faut juste le mettre dans le crâne en disant mon corps si je m'en occupe, ma famille, mes enfants, mes amours, ça va durer toute ma vie. Donc ça, je ne peux pas le négliger, jamais. Même si je bosse comme un dingue. Moi, quand je bossais chez iFrance, je travaillais comme un taré, je n'en mets jamais. Mais tous les soirs, je dînais avec mes gosses. Tous les soirs, je les couchais. Tous les matins, je leur faisais le petit déjeuner. Après que je travaille 20 heures derrière, ce n'était pas leur problème. Mais moi, ils ont vu leur père comme si j'étais un fonctionnaire. Parce que franchement, qui va bosser toute sa vie juste pour être le plus riche du cimetière, sans profiter de rien? Est-ce que tu pourrais nous parler d'un des moments, tu en as parlé plusieurs, mais du coup, un des échecs les plus difficiles pour toi et qu'est-ce que tu te disais justement pour être résilient en fait? Alors, franchement, les plus difficiles humainement, c'est quand tu es obligé d'annoncer à des gens avec qui tu as bossé qu'il faut qu'ils partent. Créer un truc avec une équipe, se donner, machin, se passionner pour un sujet, puis ça marche pas et tu es obligé de leur dire les gars, je suis désolé, mais il faut y aller parce que ça marche pas. C'est horrible. C'est dur pour les gars qui bossaient là, parce que c'est dur quoi. Échouer, c'est super dur. Qu'est-ce que tu conseillerais quand on est en train d'échouer pour… D'être résilient. Mais alors comment on fait? Il faut essayer de détacher le perso du business. On peut vous dire des tas de trucs sur moi, que j'ai merdé plein de trucs, que plein de fois où j'ai échoué, et c'est vrai, et j'en ai raté des tonnes. Mais il y a un truc que personne ne vous dira jamais, c'est que je ne suis pas allé au bout de tout ce que j'ai pu. Si vous êtes sûr que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, l'échec, vous le vivez plutôt mieux. Si vous dites, oh putain, j'ai foutu, j'ai pas essayé, ça j'ai pas osé, ça j'ai pas machin, vous en prenez une partie perso, parce que l'échec professionnel déteint sur votre intimité. Ouais. Donc il faut vraiment que ce soit coupé. Pour que ce soit coupé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Après ça n'a pas marché, c'est pas marché. Mais il y a plus de choses dans la vie qui ne marchent pas
que de choses qui marchent. Einstein, il dit une phrase que je pense que tu peux aimer. Il dit que dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui pensent que tout est un miracle, ceux qui pensent que rien n'est un miracle. Et en fait, les deux ont raison en soi. Par contre, ce qui se passe, c'est que celui qui pense que ce qui lui arrive, c'est une forme de miracle pour lui, il n'a pas la même vie derrière. Non, exactement. Ou alors, je crois que Churchill disait, le succès, c'est voler d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. C'est exactement la définition de ce que j'appelle la résilience. Dans un jour comme ça où tu te lèves et tu te sens, t'as un peu envie d'abandonner, tu te disais quoi? C'est quoi tu te disais dans ta tête? Moi, j'ai jamais eu envie d'abandonner. Jamais envie Je n'avais pas le choix. J'ai envie d'abandonner pour faire quoi? Donc je ne pouvais pas abandonner, je n'avais pas le choix. J'étais sur un toboggan, je n'avais pas le choix que de descendre. Le mec qui peut abandonner, c'est qu'il a une sortie de secours, un escalier qui le ramène quelque part. Quand tu es sur un toboggan, tu n'as pas le choix, tu descends. Hein. Tu parles quand tu avais les dettes de Mythic Tout, Pact. mais tout. Depuis le jour où je suis parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu le choix. Et à quel moment tu as su je vais entreprendre? Je me rappelle au lycée, je sais plus, on était avec des potes, on devait organiser un truc. Et il y a un pote qui était venu me voir, il m'a dit c'est toi qui dois organiser le truc. Et je lui ai dit pourquoi c'est moi qui organise le truc? Il m'a dit parce que toi c'est ton truc d'entraîner les gens. Est-ce que tu penses que c'est ça un entrepreneur? C'est Oui. quelqu'un qui entraîne les gens? Oui. Bah, il entraîne tout le monde. Une question qui me fascine, il y a une notion que j'avais lue, c'était peut-être un biographe sur Steve Jobs, il parlait de la distorsion de la réalité, que les entrepreneurs ils distordaient la réalité de leur présent. Comment tu fais la frontière entre j'ose réinventer le monde et je suis un peu fou et la frontière où tu deviens vraiment fou et tu n'as plus les pieds sur terre? Comment on fait? Tu te méfies de ton ego. Il faut se méfier de son ego parce que c'est l'ego qui fausse la réalité. C'est que tu penses que tu as tellement raison que tu vois même plus la réalité. Parce que ton ego tord la réalité. C'est que tu penses que tes rêves sont plus réels que la réalité. Donc il faut se méfier de l'ego. À un moment donné, c'est vrai que tu en as besoin parce que c'est un moteur de dingue, mais ça peut aussi devenir un truc très difficile à gérer, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire ah attention là je suis dans mon ego? Ah, je le sens, je me dis oh putain tu déconnes, tu sais très bien que c'est pas vrai. T'es en train de te raconter une histoire. Ouais, donc il y a, ouais ok, mais c'est pas simple, parce que je dois avoir un gros ego. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les succès. Les succès, il y en a des bien plus gros, il y en a des bien plus petits. Ce qui est intéressant, c'est comment en échouant tout le temps, finalement, si tu as la résilience, comment tu construis un succès? C'est quoi qui doit intéresser un jeune? C'est pas lui dire si tu as une idée de dingue, beaucoup d'argent et que ça marche, tu seras riche. Ouais. Bah super, il a appris quoi le gosse? Si tu lui dis attends mon gars, c'est pas du tout ça. Si tu vas merder là, tu vas merder là, mais si tu es malin, tu vas te servir de tes échecs pour t'améliorer. Et à chaque échec, tu vas progresser. Et à la fin, tu seras super bon parce que tu auras fait tellement de conneries, tu n'en auras plus à faire. Là, c'est une vraie histoire. Donc, il faut accepter l'échec. Il y a des gens, je vois beaucoup de personnes dans mon audience qui m'écrivent en me disant ce qui me fait peur dans l'échec, c'est pas seulement l'échec lui-même, c'est le regard des autres. Ouais, mais il faut les emmerder les gens parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est que ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont rien raté, quoi. Tout le monde se plante, quoi. Quelqu'un est jugé, quelqu'un qui se plante, c'est typiquement français. C'est ce que j'ai dit une fois, on ne supporte pas l'échec en France parce qu'on ne supporte pas la réussite. Ça va avec, hein. Je pense que si les Français acceptaient la réussite, ils commenceraient à accepter l'échec. Pour prendre une phrase que tu as dit, tout le monde peut y arriver, ça dépend de combien de baffes vous êtes prêt à prendre à la figure. Bah, si tu te fixes un objectif et que tu échoues, tu as deux réactions. Tu en as trois. Soit tu dis j'arrête, je ne suis pas capable. Soit tu dis c'est pas de ma faute. En général, c'est la réponse. Soit tu dis que je ne sois pas capable ou que ce ne soit pas ma faute, je recommence. La clé de l'entrepreneur, c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête. En général, la résilience, elle est conçue sur une douleur. Et une douleur, ça crée une urgence de revanche. Si tu as souffert beaucoup dans ta jeunesse, par exemple, tu as une revanche à prendre. Cette revanche, elle te donne une force de dingue. Cette force de dingue, elle te donne la force de prendre des claques. Si tu n'as pas ce moteur au fond, alors ça peut être l'ego, ça peut être, il y en a plein des forces enfouies. Mais si tu n'as pas cette force enfouie qui te donne le courage et l'énergie de prendre des claques dans la tronche, je pense que tu arrêtes. Et du coup, ton moteur, il vient d'où, toi? Il vient d'histoires personnelles pas forcément super et qui m'ont donné beaucoup, soit de résistance à la douleur. C'est des choses dont tu peux parler ou pas? Non, pas vraiment. Ok. Non. Donc- Mais il y en a toujours un. Voilà. Dans les gens qui ont réussi, tu verras, si tu grattes, il y a toujours un truc. Il y a eu des événements dans ton passé, en tout cas, qui ont été difficiles pour toi à vivre et qui ont créé un peu ce Exactement. Donc ce après, feu. ça peut faire de l'ego, ça peut faire de la colère, ça peut faire de la revanche, ça peut faire de l'énergie, ça peut faire. Il y a des tas de sentiments qui peuvent naître de ça. Qu'importe le sentiment, il y a un moteur qui tourne dans le bide qui fait que tu vas de l'avant. Si tu n'as pas ça, tu as intérêt à être un putain de bon entrepreneur et réussir du premier coup. Et du Moi, coup, tous ceux que je connais, tu vois, qui ont vraiment réussi, ils ont ce truc.
quand même un truc à taper fort, quoi. Mais du coup, c'est en soi une bonne nouvelle. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a vécu quelque chose de difficile, c'est un super moteur. Parce que soit il l'utilise pour se détruire en disant oh là là, j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça, et là il s'écroule avec ça. Soit au contraire, il se sert de ça pour se reconstruire. Si tu te sers de une douleur, peut-être un mot fort, mais de cette énergie pour construire plutôt que détruire, c'est un truc de dingue. j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.